Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce mardi 7 juillet 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Sommet de l'OTAN d'Ankara, Trump reçu par Erdogan. Les deux présidents abordent plusieurs questions internationales, dont celle du détroit d'Ormuz. Les détails dans ce journal. Poursuite de l'agression sioniste contre Gaza, le bilan continue de s'alourdir et s'établit à 73 102 martyrs et 173 581 blessés. Et les voix se mobilisent pour la libération du docteur Houssam Abou Safia. En Syrie, 18 blessés dans l'explosion de bombes à Damas. Les détails dans ce journal. Et puis, cinéma Sahara occidental, manifestation et sit-in à Londres pour dénoncer le tournage du film L'Odyssée. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec la situation dramatique en Palestine occupée où l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 102 martyrs et 173 581 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce mardi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, 1076 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3474 autres ont été blessés, tandis que les corps de 799 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Encore une preuve que l'entité sioniste ne respecte aucun cessez-le-feu. Un Palestinien est tombé en martyr et d'autres ont été blessés mardi suite à une frappe des forces de l'occupation sioniste à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Les blessés dans un état critique ont été acheminés à l'hôpital à la suite d'une frappe de drone de l'armée sioniste ayant visé un groupe de citoyens à Al-Mawazi, à l'ouest de la ville de Khan Younes, précise encore Wafa. La campagne internationale Sauver Abou Safia se mobilise pour réclamer la libération immédiate du docteur Houssam Abou Safia, pédiatre et directeur de l'hôpital Kamal Adwan, le dernier établissement encore partiellement fonctionnel dans le nord de la bande de Gaza. Il a été arrêté par l'entité sioniste le 27 décembre 2024 lors d'un raid militaire. Commentaire Laïla Hamouda. Il est devenu le visage de la médecine sous les bombes. Le docteur Houssam Abou Safia, pédiatre palestinien et directeur de l'hôpital Kamal Adwan, a refusé jusqu'au bout d'abandonner ses patients. Ce choix lui a coûté sa liberté. Aujourd'hui, son nom dépasse les frontières de Gaza. Pour beaucoup, il incarne le sort des soignants pris dans le génocide sioniste et la destruction progressive du système de santé de l'enclave palestinienne. Plus de 18 mois après son arrestation, le médecin reste détenu par l'entité sioniste. Son inculpation formelle, une détention administrative qui permet une détention prolongée sans procès. Son état de santé suscite désormais une vive inquiétude. Depuis plusieurs jours, un mot d'ordre se répand sur les réseaux sociaux. Saïf Houssam Abou Safia. Des médecins, des organisations humanitaires, des ONG, des défenseurs des droits humains et des milliers d'internautes réclament sa liberté immédiate. Les pétitions se multiplient. Les messages de soutien affluent les quatre coins du monde. Le 10 juin dernier, Houssam Abou Safia est apparu par visioconférence devant la Cour suprême sioniste. C'était sa première apparition publique depuis plus d'un an. Amaigri, visiblement épuisé, les mains et les pieds entravés, le pédiatre semblait profondément affaibli. Quelques jours auparavant, il avait été placé en isolement. Son avocat affirme qu'aucune accusation n'a jamais été retenue contre lui. Le rapport publié par les Nations Unies ainsi que celui de l'avocat qui l'a précédé ont révélé des informations choquantes concernant le docteur Abou Safia et les tortures atroces qu'il a subies. Une perte de poids de plus de 40 kilos, des arythmies cardiaques et des coups de marteau. Face à ces révélations, nous exigeons la libération immédiate du docteur Houssam Abou Safia. Nous prenons très au sérieux les déclarations de l'avocat et nous appelons toutes les organisations internationales à accélérer sa libération. Pour les organisations de défense des droits humains, ces témoignages soulèvent de graves interrogations sur les conditions de détention des prisonniers palestiniens, sur le respect des obligations découlant du droit international humanitaire. Mais au-delà des cas individuels du docteur Abou Safia, c'est toute une profession qui est visée. Depuis le début du génocide sioniste à Gaza, des centaines de soignants ont été tués, blessés
ou arrêtés. Plusieurs hôpitaux ont été assiégés ou détruits. Des médecins, infirmiers et ambulanciers ont continué de travailler sous les bombardements jusqu'à leur arrestation ou leur mort. Après les journalistes, les humanitaires et les secouristes frappés par le génocide sioniste, les professionnels de santé apparaissent aujourd'hui comme l'un des visages les plus exposés de ce conflit. Le silence autour de leur sort interroge. Car lorsqu'un médecin est emprisonné sans inculpation pendant des mois, que son état de santé se dégrade et que ses proches craignent pour sa vie, c'est bien plus que le destin d'un homme qui est en jeu. C'est la protection même des personnels médicaux, pourtant garantis par le droit international, qui est mise à l'épreuve. Aujourd'hui, la campagne Sauver Houssem Abou Safiye dépasse largement le cadre d'un simple soutien individuel. Elle est devenue un cri alarmant, surtout après son transfert vers la prison de Nizan et ses dernières déclarations faites à son avocat, où il avait très peu d'espoir de sortir vivant. Et 14 Palestiniens ont été arrêtés à l'aube de ce mardi lors d'une vaste campagne menée par les forces d'occupation sionistes au sud de Naplouse, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Les forces d'occupation pris d'assaut des dizaines d'habitations et déployaient largement leurs forces dans les différents quartiers de la ville. Et 20 citoyens palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie durant les dernières 24 heures, dont une femme, a indiqué mardi le bureau des prisonniers palestiniens. Les arrestations ont eu lieu notamment dans les gouvernorats de Jenin, Naplouse et Salfit, a précisé cet organisme dans un communiqué. Il a ajouté que le nombre total de détenus palestiniens, dont les prisonniers de l'occupation sioniste, dépasse les 9500, dont 99 femmes, 42 journalistes et plus de 360 enfants. Et au Liban, le bilan des victimes de l'agression sioniste contre ce pays s'élève à 4 319 martyrs et 12 203 blessés, a annoncé lundi le ministère libanais de la Santé. L'armée sioniste poursuit ses agressions contre le Liban malgré l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu non respecté par l'entité sioniste. Et en Syrie, 2 bombes ont explosé ce mardi près du ministère du Tourisme à Damas, faisant 18 blessés, dont 4 policiers, a annoncé le ministère syrien de l'Intérieur. Les forces de sécurité intérieure ont repéré 2 engins explosifs lors des opérations sur le terrain et les unités spécialisées ont pris les mesures nécessaires pour les désamorcer. Justement, une enquête officielle a été ouverte par les autorités syriennes après le double attentat à la bombe survenu à Damas ce mardi 7 juillet 2026.
La Syrie a immédiatement lancé une enquête sur les explosions qui ont secoué Damas mardi 7 juillet lors de la visite du président français Emmanuel Macron dans le pays. Il y a peu de temps, nous avons découvert une première piste qui nous a permis d'identifier les responsables. Les premières constatations montraient que les engins explosifs avaient été placés quelques minutes seulement avant l'explosion, dans le but de cibler mais sans parvenir à franchir le cordon de sécurité de Macron. Et en Iran, lors d'une conférence de presse à Téhéran, en marge des funérailles du guide suprême Ali Khamenei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismail Baghaei a déclaré, je cite, que les pays européens doivent beaucoup à l'Iran pour avoir manqué à leur devoir de défendre ce qu'il qualifie de valeur fondamentale du droit international. Nous devons beaucoup aux Européens car ils ont dû défendre ce qu'ils prétendent être leurs valeurs fondamentales, l'état de droit et le droit international humanitaire. Le droit humanitaire international a été bafoué lors de la guerre qu'ils ont imposée à l'Iran. International humanitarian law was slaughtered during their imposed war against Iran. Par ailleurs, Ismail Baghaei a déclaré que l'attaque américano-sioniste contre l'Iran est un crime de guerre flagrant. They massacred so many innocent Iranians. Ils ont massacré tant d'Iraniens innocents. Leur attaque contre l'enceinte de notre guide suprême a été un crime de guerre flagrant. Aux côtés de notre dirigeant, 4 membres de sa famille sont tombés en martyrs, 3 femmes et une petite fille. 3 women, 2 women and 1 small girl. En Algérie, la présidente de la Cour constitutionnelle, Leïla Assouni, a reçu ce mardi 7 juillet le président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections ANI, Karim Khalfan, accompagné de membres du Conseil de l'autorité, qui lui a remis les procès-verbaux des résultats provisoires des élections législatives tenues le 2 juillet 2026. Ces PV concernent le dépouillement des bulletins de vote et la centralisation des suffrages relatifs à ce scrutin en prévision de la proclamation des résultats définitifs des élections conformément aux dispositions des lois régissant le processus électoral. La Cour constitutionnelle est, pour rappel, la seule habilité à proclamer les résultats définitifs des consultations électorales. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a accueilli mardi son homologue américain Donald Trump dans la capitale Ankara à l'occasion de l'ouverture d'un sommet de 2 jours de l'Alliance transatlantique Nord-OTAN. Une cérémonie officielle d'accueil s'est tenue ensuite au complexe présidentiel avant que les deux dirigeants ne tiennent des entretiens bilatéraux ainsi que des réunions entre leurs délégations afin d'aborder des questions régionales et internationales. À Ankara, le 36e sommet de l'OTAN qui s'est ouvert le mardi 7 juillet 2026 au complexe présidentiel aborde la crise au détroit d'Ormuz, l'Ukraine et l'armement. En fait le point avec Imen Meret. Ankara devient le temps de 2 jours le centre de gravité de la sécurité internationale. Les 32 chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN se réunissent dans un contexte géopolitique parmi les plus instables de ces dernières années. Au cœur des échanges, la crise autour du détroit d'Ormuz, ce couloir maritime devenu un nouveau foyer d'inquiétude après la guerre en Iran. Pour les Alliés, garantir la liberté de navigation est désormais un enjeu de sécurité autant qu'économique. Autre dossier incontournable, l'Ukraine. Les membres de l'Alliance doivent confirmer leur soutien à Kiev. De nouvelles aides militaires sont attendues, tandis que les pourparlers porteront également sur le renforcement des capacités de défense européennes et la coordination des livraisons d'armement. J'ai réglé 8 guerres et je pense qu'on va en régler une 9e. Cela ne semble pas probable maintenant, mais parfois avec les guerres, quand c'est le moins probable, c'est là que ça arrive. J'ai eu une très bonne discussion avec le président Poutine. Très bonne discussion. Je dirais que c'est une combinaison des deux. Souvent, je réussis avec Poutine et Zelensky serait un problème, ou inversement, Zelensky formidable et Poutine moins.
Mais ce sommet est aussi celui de l'accélération du réarmement. Sous l'impulsion de Washington, les alliés affichent leur volonté d'investir davantage dans leur industrie de défense. Drones, missiles, systèmes de défense aérienne et production d'armement figurent parmi les priorités, avec plusieurs accords industriels annoncés en marge des discussions. Aujourd'hui, vous verrez, et le monde entier verra, les industries d'Amérique du Nord et d'Europe travailler main dans la main, innover ensemble et développer des capacités de nouvelle génération. Ce sont des capacités véritablement conçues au sein de l'OTAN. La Turquie, pays hôte, entend profiter de ce rendez-vous pour réaffirmer son rôle stratégique entre l'Europe, le Moyen-Orient et la mer Noire. Ankara se présente comme un acteur incontournable, à la fois membre de l'Alliance et interlocuteur privilégié sur plusieurs crises régionales. En toile de fond, une même interrogation domine. Comment adapter l'OTAN à un environnement où les menaces se multiplient, de l'Ukraine au Golfe, tout en préservant l'unité d'une alliance confrontée à des intérêts parfois divergents? Un sommet qui se veut décisif, dont les conclusions pourraient fixer les grandes orientations stratégiques de l'alliance pour les années à venir. Et le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré mardi que Moscou suivrait de près les développements du sommet de l'OTAN à Ankara, estimant que les discussions seraient largement centrées sur la Russie. Assurément, ce sommet de l'OTAN à Ankara est un événement d'un grand intérêt, y compris pour nous. Nous suivrons bien entendu toutes les informations en provenance d'Ankara. Dans le cadre des préparatifs de ce sommet, nous avons entendu de nombreuses déclarations concernant notre pays. Malheureusement, il s'agissait de déclarations non pas en faveur d'une interaction et d'un dialogue constructif, mais plutôt de déclarations conflictuelles. А скорее заявление конфронтационного характера. Украина постоянно просит новые виды вооружений. Nous maintenons le contact avec les Américains par des voies diplomatiques internes et nous espérons que leurs efforts pour orienter la situation vers une issue pacifique finiront par aboutir. Du moins, nous restons ouverts à cette possibilité, comme l'a répété à plusieurs reprises le président russe. Quelques semaines après la reprise du trafic maritime, la situation se tend à nouveau dans le détroit d'Ormuz. Depuis lundi, 3 navires ont été attaqués dans la région de ce passage hautement stratégique. Selon l'agence de sécurité maritime britannique, ce mardi, un pétrolier a été ciblé par un projectile non identifié, a rapporté l'agence, avant de signaler une trentaine de minutes plus tard un nouvel incident impliquant un navire citerne transitant par le détroit d'Ormuz. Le navire a été touché par un drone d'origine inconnue et subit des dommages structurels mineurs. Dans les deux cas, aucun blessé ou d'impact environnemental a été constaté. Autre actualité de ce journal, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a entamé une nouvelle tournée de travail sur le continent africain en arrivant à Addis Abeba en Éthiopie le lundi 6 juillet 2026 au soir. Cette visite officielle marque le point de départ d'un périple diplomatique dans plusieurs pays africains. Elle s'inscrit dans un contexte de renforcement des axes stratégiques entre Moscou et ses partenaires du continent. Nous soutenons pleinement ce que vous avez dit au début de notre conversation concernant le renforcement significatif du rôle de l'Afrique dans le système décisionnel mondial, y compris, bien sûr, la représentation africaine au Conseil de sécurité de l'ONU qui doit être réformée par une participation accrue de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. La décolonisation économique n'est pas encore devenue une question centrale pour l'ONU. Le continent africain, immensément riche, comme je l'ai déjà souligné, et possédant des ressources naturelles extraordinaires, continue de fournir ces ressources, même si c'est par des formes autres que le colonialisme direct, aux entités qui s'accaparent la part du lion de la valeur ajoutée issue de cette richesse. En France, la Cour d'appel de Paris a rendu son verdict ce mardi 7 juillet 2026 dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, un parti d'extrême droite. Marine Le Pen reste juridiquement éligible pour l'élection présidentielle de 2027 malgré sa condamnation. Commentaire Safouin Ben Sabri.
Marine Le Pen sera éligible pour l'élection présidentielle française de 2027. Le verdict est tombé aujourd'hui de la part de la Cour d'appel de Paris. C'est en deuxième instance que Marine Le Pen a confirmé la possibilité pour elle de se présenter à la présidentielle. Mais la principale figure du Rassemblement national est toujours coupable aux yeux de la justice. Sa peine d'inéligibilité a été réduite de 5 ans à 15 mois ferme. Les 15 mois étant déjà écoulés depuis la date de la première condamnation, Marine Le Pen peut aspirer à la course à la magistrature suprême, ayant déjà purgé sa peine. Mais Marine Le Pen est loin d'être innocente. En effet, elle reste condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, aménageable sous bracelet électronique. Elle est par ailleurs condamnée à verser 100 000 € d'amende pour détournement de fonds. Marine Le Pen et le Rassemblement national n'ont eu cesse depuis le jugement en première instance de fustiger une justice qualifiée de politique, jugeant la condamnation du 31 mars 2025 de déni démocratique et évoquant une négation pure et simple de l'état de droit, allant jusqu'à organiser une manifestation de protestation contre la décision des juges. Mais la fille de Jean-Marie Le Pen avait estimé pas possible de faire campagne avec un bracelet électronique. Elle pourrait possiblement céder sa place à Jordan Bardella, président du parti. Cette décision pourrait être annoncée ce soir. En Espagne, 3 régions ont été placées ce mardi en alerte rouge en raison d'une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures pouvant dépasser les 40 degrés, a annoncé l'Agence météorologique nationale. Cette alerte maximale concerne une partie de la Catalogne, la région de Valence et la province de Saragosse. Selon l'agence, la nouvelle vague de chaleur qui touche une grande partie du pays devrait se poursuivre au moins jusqu'à jeudi. Cinéma à présent, la directrice du festival de cinéma Fi-Sahara, Maria Carion, a appelé au boycott mondial du long métrage L'Odyssée de Christopher Nolan. La star espagnole du grand écran, Javier Bardem, a pour sa part également critiqué le réalisateur américano-britannique, l'accusant de complicité avec l'occupation illégale et brutale du territoire sahraoui par le Maroc. Des scènes majeures du film L'Odyssée, sorti le dimanche 5 juillet 2026, ont été tournées en juillet 2025 au Sahara occidental. ONG Démocratie Now a critiqué aussi le tournage du film dans ce territoire occupé par le Maroc. Le cinéaste Christopher Nolan a été accusé de piétiner le droit international. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.